Comme malade, faut que souder quand nous, mettez quand nous ensemble, pour ça besoin. Mettez nos bouts, arrêtez nos. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons chaque semaine sur Radio Fréquence Atlantique avec ses trois longueurs d'onde, 88.3, 93.6, 105.9. Vous pouvez écouter les émissions sur rfaradio.fr aussi. Et puis en direct sur Facebook. Le soir, on retrouve encore cette émission sur YouTube. Donc, chaque semaine, nous parlons d'actualité, nous faisons un travail de déconstruction. Alors, aujourd'hui encore, je vais faire un point central de déconstruction. Et dans ce point-là, nous allons faire allusion à certains points d'actualité. Et ce thème que je vous propose, c'est le suivant. Les véritables racines de la violence et les moyens de la juguler. Alors, effectivement, nous avons toute une série de faits divers, ce qu'on appelle les faits divers dans notre pays. Nous en voyons aussi beaucoup dans les médias, sur les chaînes télévisées qui nous montrent que nous sommes dans un monde de violence. Et pour rester chez nous, le meurtre d'un jeune par deux hommes cagoulés qui ont volé sa moto et qui faisaient que pour cette année, nous sommes au 16e homicide. Alors évidemment, tout le monde parle, la jeunesse est perdue, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est précisément ce qui est important, le fait de déconstruire la propagande qui est faite, de dépasser les émotions pour comprendre les racines de la violence et les moyens de la juguler. Et la première chose que nous voulons faire, c'est de dénoncer une offensive menée tout à fait consciemment par tous les grands médias pour développer la peur, l'anxiété, le désespoir au sein de la population à travers ces faits divers-là. Pourquoi? Parce que derrière ça, ils peuvent justifier des politiques répressives, des politiques fascistes qu'ils imposent à toute la société, qui n'ont jamais permis de juguler les violences de gangs ou de narcotrafiquants, mais qui leur permettent de justifier l'envoi de forces de répression pour mater les mouvements populaires. Donc, il y a une offensive pour développer l'anxiété, la peur et pour justifier leur politique. Alors, il est absolument indispensable que nous-mêmes, puisque ça ne viendra pas d'eux, nous donnions les moyens de comprendre les phénomènes, leurs véritables causes et les moyens de les juguler. Alors, déjà, il nous faut dire ce que nous appelons exactement violence. Qu'est-ce que nous mettons derrière ce mot-là? Pour l'ensemble de l'opinion, dès qu'on parle de violence, c'est fait divers, violent, homicide, braquage. C'est ça, la violence. Et qui justifie la propagande de ces messieurs. Mais la violence, ce n'est pas ça. La violence faite par les faits divers génère infiniment moins de morts, de drames, de suicides que la violence dont on ne parle pas et qui est celle du système et celle des institutions. Ce qu'il faut noter au départ, c'est que les faits divers scabreux, un homicide, un viol, etc., ce ne sont que des marqueurs d'une réalité sociale désorganisée. Et encore une fois, ils sont loin de faire autant de dégâts que les autres violences du quotidien dont on ne parle pas. Alors, un jeune qui a des diplômes, qui s'est sacrifié, qui a travaillé, ses parents se sont sacrifiés pour l'envoyer faire des études, qui a des diplômes et qui est dans son pays, qui cherche un travail, qui voit qu'on lui propose des bouches-trous qui ne soient pas pérennes, qui sont sous-payés, où des dirigeants l'insultent, où les dirigeants sont des gens qui sont moins formés, moins compétents que lui,
mais qui sont de la caste ou bien qui sont des expatriés qui sont tout à fait arrogants, mais qui n'ont pas les compétences. Ce jeune-là, est-ce qu'il subit une violence, oui ou non? Quelle différence il y a entre le braqueur qui fait pression sur un jeune pour lui prendre sa sacoche et puis l'honorable chef d'entreprise qui vole le savoir et les salaires d'un jeune diplômé parce qu'il est au pouvoir? Est-ce que c'est, oui ou non, c'est de la violence? C'est ça que nous devons mettre dans notre esprit quand on parle de violence. Quand un partisan travaille jour et nuit, sérieusement, pour avoir de quoi nourrir sa famille, et puis que l'essentiel de ses revenus sont volés par des organismes soi-disant de protection sociale, soi-disant publics qui gèrent la société à travers les impôts, qui se voit sous-payé pour le chantier qu'il fait parce qu'il est au bout de chaîne. La grosse entreprise prend le marché que lui ne peut pas, auquel monsieur ne peut pas accéder, et puis lui dit, bon, toi, tu vas faire la plomberie aux conditions que je te donne. Est-ce que c'est une violence, oui ou non? Et le résultat de cette violence-là provoque quoi? Des suicides, des dépressions nerveuses, des violences circulaires. La personne retourne cette violence-là contre son entourage, etc. Alors, en bout de chaîne, on voit le comportement, entre guillemets, violent de cette personne-là, mais on ne voit pas la violence la plus importante qu'il a provoquée, et on ne voit à aucun moment les moyens de faire qu'il ne passe pas à l'acte. On va en parler tout à l'heure. Quand des gens achètent un produit en France, je parle de la caste suprémaciste béquée, à 2 €, et puis que ces gens-là les revendent dans un supermarché à 25 €, est-ce que c'est de la violence, du vol, du racket, oui ou non? C'est une violence, parce que vous empêchez à des gens malheureux de se nourrir. Vous les conduisez à la misère, aux maladies. Pourquoi n'emploie-t-on pas le mot de violence pour parler de ces gens-là? C'est une violence. Ce matin, on m'apprend encore qu'un petit planteur de bananes a envoyé 75 cartons de bananes en France. Vous savez le travail que ça donne à un petit planteur pour faire de la banane? Et il reçoit le chèque pour ces 75 cartons de bananes expédiés. 2,80 €. 2,80 €. Oui ou non, c'est une violence de l'État colonial français, du système, et qui est permanente. Je me permets de rappeler un exemple analogue. Je crois que c'est en 83. Nous animions une grève dans le secteur de la canne pour les ouvriers qui n'étaient pas payés, et nous passons devant le terrain d'un petit planteur de canne. Je parle de 183, oui. Le petit planteur sort avec son coutelas. Alors, évidemment, les gens peuvent croire qu'il va agresser les grévistes. Ah, mon côté, fini, prends tout comme là. Fais ça de la vie. Moi, travaille tout l'année. Si bien dans la main ici, écoute, 3 francs 50. 3 francs 50 pour une récolte de canne. Payé par l'usine, contrôlée par l'État français et les béquets. Oui ou non, c'est une violence? Oui ou non, c'est du racket? Oui ou non, c'est du banditisme perpétré par des gangs organisés? Oui, mais on n'en parle pas. Pour nous, dans notre imaginaire, ce n'est pas de la violence. Et donc, les conséquences, faillite, endettement, pauvreté, suicide, maladies graves, des ulcères, etc. Hein? C'est ça la conséquence. Et ces gens-là qui subissent les violences, est-ce qu'ils peuvent avoir réparation?
Est-ce qu'ils peuvent aller devant un tribunal comme quelqu'un dont on a tué l'enfant pour voler la moto, pour dire, ce gang-là a volé tout mon salaire, a ruiné ma famille, a fait saisir mon logement, a fait couper mon accès aux avantages. Donc, je veux qu'on le juge. On n'y pense même pas. On arrive au pesticide. Est-ce que ces gens-là ont accès à la justice? Est-ce qu'ils peuvent appeler des forces de l'ordre pour venir le protéger contre ces gangs-là, pour qu'ils aillent dans les magasins? Oui, vous vendez une pièce 25 € alors que vous l'avez. On n'y pense même pas parce que les médias dominants ont enlevé de notre esprit que ces banditismes-là ne sont pas de la violence et que la violence, c'est le petit drogué. C'est la violence. Notre esprit que nous devons changer sur le mot même de la question de la violence. Alors, j'entends quelqu'un me souffler les ouvriers agricoles. Je vais vous dire, ce crime-là, dont on ne parlait pas, on parlait de pollution, de choses globales, eh bien, les gens qui étaient les principales victimes, c'était les ouvriers agricoles qui semaient à main nue, obligés par les délinquants de la caste béquet à semer ces produits-là qu'ils savaient mortels sans protection. Ces gens-là, voyant qu'ils meurent, qu'on ne leur dit rien et qu'on pose un peu le problème du chlordécone, forment un collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides pour se défendre, dire soignez-nous, réparez-nous, gardez qu'il est annulé. La personne responsable du plan chlordécone 4, une Martiniquaise d'origine, mais française de pensée, fait courir le bruit. Les témoignages sont évidents. Elle fait courir le bruit dans des associations, y compris en France. Il ne faut pas travailler avec ces gens-là parce qu'ils sont violents. Vous n'avez pas vu le nom de l'organisation? Comité collectif des ouvriers empoisonnés. C'est violent. La violence, c'est pas que les gens pour qui elle travaille, l'État français, les gens dont elle défend les intérêts, la caste béquet qui ne veut pas payer les réparations, ils n'ont pas commis de crime, c'est pas un acte de violence, c'est pas de l'empoisonnement, c'est pas violent. Mais l'ouvrier qui dit je veux qu'on me soigne, qu'on me répare, et qui dit je suis un ouvrier empoisonné, c'est violent. Une Martiniquaise d'origine qui gère le plan chlordécone 4 qui est supposé pallier le crime commis par l'État français. Dans notre esprit, dans l'esprit de cette dame-là, c'est certainement par aliénation qu'elle dit ça, mais dans notre esprit, est-ce que nous considérons les criminels qui ont empoisonné notre peuple entier avec autant de haine que celle qu'on éprouve pour le jeune pété par le coq qui a tué quelqu'un? C'est pas pour dire que c'est bien. C'est pas pour dire qu'il faut pas le condamner. Mais est-ce que nous avons autant de haine pour ces criminels de masse-là que pour le jeune tête pété qui tue quelqu'un pour voler une chaîne? Non. Si on avait le même niveau de haine, on aurait pu dire, bon, ok, on règle la violence. Mais on haït, on répare. Cette tranche-là qui nous a été désignée par les médias, et puis on ne voit pas ce qu'est la violence réellement. Mais toutes ces violences-là dont nous avons parlé, ce sont des violences sociales, les abus, l'impossibilité d'accéder à la santé, à l'éducation, à la nourriture, etc. Ce sont des violences de masse qui ont des effets plus graves que les règlements de compte des gangs. Eh bien, on n'en parle pas. Mais elles produisent des awas, rancœur et mal-être mental. L'essentiel des gens de la population qui sont victimes de ces violences-là ne peuvent pas vivre normalement, ne peuvent pas avoir de comportement correct, valable avec ceux qui sont
Autour, quelqu'un nous parlait hier, professionnel, de ses parents qui disent à leurs enfants, ah, me chier toute la journée. Et nous disait, quel impact ça a sur ces enfants-là? Mais cette personne-là, qu'est-ce qui fait qu'elle dit ça? C'est le mal-être, c'est l'impossibilité de porter des solutions aux problèmes quotidiens qui dérèglent son comportement et qui amplifient la violence générale de la société. Alors, il faudrait qu'on se pose la question, pourquoi on ne parle pas dans les médias de la violence étatique, de la violence de classe? Pourquoi on ne se demande pas qui tire les ficelles? Parce qu'on passe plus de temps à parler des jeunes drogués qui se tuent entre eux que des réseaux qui tirent les ficelles. Parce que pourquoi il y a circulation d'armes? Ouais, tous ces jeunes non-isam, côté au campagne. L'exemple d'Haïti est très clair. Les Haïtiens disent que ce sont des États-Unis, la CIA, qui fournit des armes aux gangs. Et puis nous, on dit, c'est gang-là, c'est Haïti, on a que mais qui tire les ficelles? Et ici, qui vend les armes? Vous croyez vraiment que l'État français n'a pas les moyens de surveiller les côtes, n'a pas le moyen de surveiller la circulation des armes? Ils en ont les moyens, mais ça les arrange que la drogue et le crack se développent dans une position, dans une population. On sait aujourd'hui qu'à Harlem, quand il y a eu le mouvement des Noirs, Black Panthers, qui commençaient à lutter pour l'égalité civique, etc., elle a fait les intérêts des Noirs. C'est la CIA qui a organisé le trafic de crack à Harlem pour dégainer la population. C'est elle qui tirait les ficelles. On va dire, ah, ces mecs-là, mais quand on est craqué, on n'a plus sa raison. C'est mal, d'accord. Mais on n'a plus sa raison. On n'est pas conscient de ce qu'on fait. Donc, à aucun moment dans les médias, on devait expliquer le rôle des tireurs de ficelles et les raisons qui font que la violence se développe et que des homicides sont de plus en plus nombreux. Ces 16 homicides-là ont été commis par qui? Est-ce qu'ils ont été commis par des gens, des jeunes qui vivent dans un milieu correct, épanoui, qui peuvent avoir de l'argent sainement gagné pour aller dans des endroits valables, émancipateurs, qui regardent leur portable pour voir des choses apaisantes, des choses positives? Non. C'est des gens à qui on dit, vous êtes en situation d'échec, et ces gens-là, vous pouvez trouver à boire de la bière, vous pouvez prendre de coke, ça circule dans la rue, et puis vous aurez des chaînes, vous serez sous des motos, comme vous voyez dans les clips. Donc, ces 16 criminels-là, qu'il faut évidemment traiter, qu'il faut obliger à indemniser, à subir les conséquences de ce qu'ils font. Mais ils sont au bout de la chaîne de la violence. Donc, je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, tout le monde dit, ah oui, les jeunes, ils regardent dans les portables, tout ça, les réseaux sociaux. Mais qui contrôle les réseaux sociaux? Quelles sont les sociétés qui contrôlent les réseaux sociaux et quelle est l'idéologie politique de ceux qui dirigent? Quelle est l'idéologie de Elon Musk qui possède ça? Qui va bloquer le code de militants, qui va dire qu'il faut que nous fassions manifestation contre le pouvoir colonial, mais qui ne va pas bloquer toutes les perversités qui font qu'il y a beaucoup de followers, d'adhérents, etc. Donc, quand le journaliste ou le sociologue vient à la télé dire oui, le rôle des réseaux sociaux, il faut empêcher les enfants d'avoir des portables, etc. C'est nuisible, ils peuvent être. Est-ce que vous les entendez dire il faut interdire les sociétés qui mettent ces produits-là à la disposition des jeunes? Non. Donc, on vous dit, ouais, il faut prendre une serpillière pour éponger l'eau qui est à terre, mais on ne vous dit pas fermer le robinet
qui déverse cette eau dans votre maison. Donc, là, c'est une question de réflexion pour nous désaliéner, pour enlever de notre esprit tout ce qui nous empêche de comprendre les faits. Parce que les violences du quotidien, on a vu les conditions matérielles des gens qui savent faire ça. Mais il y a deux voies qui s'ouvrent devant eux. Soit bon, il faut que il faut que marcher, et puis le monde qui vient, et puis etc. Et puis de l'autre côté, la voix qui dit tout est fait. Il y a ces deux voix. Mais quelle est la voix la plus prépondérante? C'est la voix des grands médias, la voix du système, qui donne un modèle. Quel modèle tout jeune Martiniquais a-t-il en face de lui quand il ouvre des médias, quand il écoute des médias? Quel message est porté? Ministre volé, l'abbé pédophile, tous ceux qui sont dirigeants sont dans un monde qui nage dans la corruption. Le réseau de pédophiles de Epstein, on a vu que des dirigeants de tous les pays étaient dedans. Les trafics de drogue, les réseaux de paradis fiscaux, de détournement de millions. Cahuzac, et qui dit, regardez-moi dans les yeux, dans les yeux. Je jamais eu un côté, puis on voit qu'il a un côté. C'est ça que les médias nous donnent quotidiennement. Donc le modèle, pourquoi donne-t-il ce modèle-là et pas ceux qui sont positifs? Le modèle sous-jacent qui va s'imprégner dans la conscience des gens, et en particulier des jeunes, c'est que faut vous débrouiller pour vivre. Et la loi, c'est une caricature, c'est une apparence, mais des coups, ça pour tourner, ça fait au bel des petits, pas vu, pas pris. Deuxièmement, on a parlé là de corruption, mais le message. C'est là que je fais la liaison avec l'actualité. Israël massacre une population, tue des milliers d'enfants et de femmes, détruit les cimetières, détruit les cultures, dans un pays qu'il occupe illégalement depuis 75 ans. Tous les grands gouvernements occidentaux disent il a raison, il faut qu'il se défende. Et que oui, lui donne de l'argent, des armes et mettent leurs médias à disposition pour dire que Israël. Ces criminels-là bombardent un pays étranger, l'Iran, alors qu'il y a des négociations entre l'Iran et les États-Unis sur la question nucléaire. Netanyahou dit j'envoie des centaines d'avions de bombes sur des sites, y compris des sites où il y a des produits nucléaires qui peuvent irradier toute une population. Je tue des dirigeants préventivement parce qu'ils pourraient m'attaquer. Le concept de la guerre préventive, ce n'est pas Israël qui l'a inventé. Hein. Bush en Irak, oui, ils ont l'intention de... ils ont des armes de destruction massive. L'histoire d'Irak, ce n'était pas vrai. Mais on mène une guerre préventive. Il y a même la guerre humanitaire. Bernard Kouchner, le français, a dit qu'il faut mener des guerres humanitaires. Quand des peuples souffrent, on va bombarder, le gouvernement va faire ça, on mène une guerre humanitaire. Ils sont gentils, mais tu comprends, ils ont bon cœur, ils ne peuvent pas voir les gens souffrir. Oui, on peut voir des... Hein? Sauf les Palestiniens, tu penses, mais ce n'est pas des hommes, ça. Alors, Bernard Kouchner ne pleure pas parce qu'il y a des malheureux qui tombent dans les rues de Paris, mais il dit qu'il faut faire de la guerre humanitaire pour aller sauver dans des pays étrangers les populations qui souffrent. Donc, le principe de la guerre préventive ne naît pas avec Netanyahou, c'est la politique des impérialistes français et américains, anglais, et occidentaux pour tout dire. C'est leur principe. Donc, ce monsieur-là décide que je bombarde le pays. Qu'est-ce qu'il y a en face? L'essentiel des pays occidentaux dit il a raison de faire ça. Parce qu'il se défend, l'Iran pourrait avoir la bombe nucléaire si on ne faisait pas ça. Écoutez, tous les pays qui font ça ont la bombe nucléaire. Et ce sont des pays fascisants, impérialistes. Israël a 200 ogives nucléaires chez lui, dans son pays.
les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, ils ont dit bon, au nom de quoi des pays impérialistes disent, nous avons le droit, nous avons même donné au Pakistan et à l'Inde, qui ne sont pas des démocraties, la technologie, ils ont des bombes nucléaires. Et puis moi, je décide que l'Iran ne doit pas avoir. Et l'Iran, c'est qu'ils sont en guerre avec eux. Quelle logique? Alors, quand des gens entendent ça, les jeunes, tout ça, dans leur esprit, qu'est-ce qui s'est pris? Mais le plus fort à tous les droits, c'est par la violence qu'il faut régler. On défend ses intérêts en bombardant des peuples, en tuant des gens. Ça n'a aucun problème de conscience. Donc, moitié moins qui besoin en moto, tout pas. Faire une récupération préventive. Comprenons que nous ne réagissons pas parce qu'on a mis des grilles d'analyse de notre tête. Alors, pour prendre un dernier exemple sur cet aspect-là, c'est la justice coloniale. Le Martiniquais, qui voit qu'on l'agresse chez lui, qui appelle les gendarmes, et puis les gendarmes disent est-ce qu'il y a du sang? Et puis ils ne viennent pas. Je suis désolé, ma maman, moins, elle est défaite là maintenant. Elle était contre mes idées politiques. Elle vivait dans une petite maison au Morne Rouge, au bord du Morne Rouge. Et à côté de la maison, à notre collègue, une autre grande personne âgée qui vivait. Au milieu de la nuit, la personne passe par la porte derrière, frappe chez ma maman, un bonhomme ivre avec un couteau est rentré chez cette voisine. Elles sont barricadées chez ma mère, qui téléphone à la gendarmerie du Morne Rouge. Pour ceux qui connaissent le bourg du Morne Rouge, la maison dont je vous parle, les maisons dont je vous parle sont à 300 mètres de la gendarmerie. Le gendarme répond, nous ne sommes pas de permanence appelés Saint-Pierre. Nous ne sommes pas de permanence appelés Saint-Pierre. Les deux personnes âgées se sont barricadées. Le lendemain matin, vers 2 heures, les gendarmes viennent voir ce qui s'était passé. Ma mère les a fait dégager très durement. Ces mêmes gendarmes-là, pas ceux du Montrouge, mais quand un expatrié français ici les appelle parce que un voisin fait une grillade, c'est pas un cas imaginaire, c'est une réalité. Personnellement, je connais 3 cas. Les gendarmes viennent d'intimer l'ordre aux voisins de ne pas déranger l'expatrié. Quand on est dans un pays comme ça, est-ce qu'on fait confiance à la loi, à la gendarmerie? Quand on a un problème, est-ce qu'on ne va pas essayer de se défendre tout seul ou bien agresser celui qu'on croit qui va nous mettre en danger préventivement? Même préventivement. Quand des jeunes Martiniquais vont devant un centre commercial pour dire vous nous avez empoisonné, payé, et qu'on organise un assage, envoyer des gaz contre Boutou, LBD contre eux, et qui sont jugés, et que le 13 janvier 2020, il y a un procès où les gens viennent les soutenir. Les gendarmes, les forces de répression viennent, prennent Kézia l'huissier, l'entraînent derrière un fourgon, le massacre. L'enfant est presque en train de mourir, puis sa maman est là à côté, c'est une militante. Vous lui faites mal, vous lui faites mal. Et puis un autre gendarme se met devant pour cacher. Les photos et les vidéos existent. Pour les gens de l'étranger qui pourraient douter, envoyez-nous vos contacts. Et puis on vous fait avoir les vidéos. Et puis ce jeune-là, l'huissier, je parle de 2020, jusqu'à aujourd'hui, il est poursuivi par la justice pour rébellion contre agent. Alors que tout le monde sait que c'est les agents qui l'ont agressé. Notre peuple va faire confiance à la justice et aux forces de répression
comment les jeunes vont-ils réagir? Je me souviens qu'un jour, la nuit, il était très tard, 11 heures du soir, je vois un jeune assez looké, quoi, qui me fait du stop. Je m'arrête et j'entame la conversation avec lui pour savoir qui il est. Manifestement, c'est un bonhomme qui est entre deux œufs. Et je lui parle, psychologue et militant que je suis, je lui dis oui, il me dit oui, 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 oui. Alors, je lui parle des sacrifices de passer. Et puis, au moment où je le dépose, on doit y arriver, il me dit, mais c'est pas ton bagaille. Faut pas connaître la vie, ou bien gentil. Pourquoi il faut faire? C'est pas comme ça. La vie, c'est pas ça. Et puis il part. C'est ça qui est dans l'esprit des gens. Ça veut dire que la société n'est pas juste. La société ne me reconnaît pas. La société ne me respecte pas. Donc, je rentre dans le jeu et je me défends. Je fais comme dans les westerns. Et donc, ça m'amène au point suivant, que toutes ces violences institutionnelles génèrent des insécurités quotidiennes, dévastatrices. Et elles ne sont pas dénoncées comme telles. On cherche toujours à dévier. Je dis que je mets avec l'actualité. Vous avez entendu toute cette campagne-là qu'on fait contre le harcèlement à l'école ou le harcèlement sur les réseaux sociaux. On nomme des gens. Il paraît que le jeune qui a tué la surveillante en poste là, il faisait partie d'un groupe contre le harcèlement de ses collèges où il avait vécu. Il faut lutter contre le harcèlement. Mais qui apprend aux gens à harceler? Ce jeune dont je parle, qui a poignardé, on vous dit qu'il passait son temps sur les jeux vidéo qui apprennent à tuer. Les jeux vidéo apprennent à tuer depuis l'âge de 3-4 ans. Je ne cesse de le répéter, l'image de la mort disparaît dans l'esprit de celui qui tue. Pourquoi? Parce que dans tous les dessins animés, les batailles se font entre des gens qui se tuent, mais chaque fois, le mort revient. Celui qui a tué prend la puissance, mais l'autre revient et puis le combat continue. Donc, la mort n'est pas un phénomène définitif. Ça, c'est la psychique qui s'organise comme ça. Et dans le contexte dont on a parlé plus haut, on comprend bien que, bon, on pique, on ne sait pas. Et puis, quand ces chrétiens-là disent, Monsieur Béou, c'est un crétin. Quand il dit, la solution, c'est d'empêcher qu'on achète des couteaux de cuisine, enfin. Vous ne voyez pas que c'est un malade mental qui peut dire des choses comme ça? On va interdire de vendre des couteaux de cuisine. Mais attendez, si un violent machiste tue sa femme à coups de poêle sur la tête, on va interdire la vente des poêles à cuisiner. Comment peut-il, le Premier ministre, comment peut-il croire à ce qu'il dit que c'est une solution? Non, c'est une déviation. La solution, c'est comment faire en sorte que les jeunes ne soient pas mal dans leur peau, qu'ils s'épanouissent. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Parce que le psychisme, c'est quelque chose d'incontrôlable. Et les prétextes qu'ils prennent pour condamner, c'est eux-mêmes qui mettent les idées dans l'esprit des gens. Je prends l'exemple de jeunes mineurs, 13-14 ans, je crois, qui ont violé une petite fille, qui a aggravé parce que c'était un viol antisémite. Un viol antisémite. Ah, mais pourquoi? Oui, parce que, entre-temps, d'après ce qu'on dit, l'un aurait dit salut. Mais pourquoi dit-il salut? C'est Thiboutal antisémite. Ou bien c'est parce qu'ils entendent dans les médias que les Juifs tuent des milliers de Palestiniens et que tout le monde les défend. Et que quand des Juifs progressistes luttent pour dénoncer Netanyahou, on ne les montre pas à la télé. Donc, dans son esprit, qui est déjà perturbé, il associe le Juif au démon. Qui a mis ça dans sa tête? C'est ceux qui l'appellent antisémite. C'est ceux qui qualifient son viol d'antisémite.
ce sont ces gens qui défendent Israël, comme on a dit. Donc, à travers ces exemples-là, je veux montrer qu'il y a une construction du mental qui vient de l'extérieur et qui s'appuie sur des gens qui sont déréglés, qui sont mal-être et qui n'ont pas les moyens intellectuels de pouvoir comprendre ce qui se passe. Parce qu'en réalité, on a parlé du rôle des médias, mais les médias occidentaux, depuis le plus jeune âge, on a dit à travers les jeux vidéo, mais cultive la compétition. Il faut que j'écrase l'autre pour arriver. C'est les concours, il faut dénigrer celui qui n'arrive pas et puis valoriser celui qui a écrasé les autres. Culture de la compétition. Et puis, on va leur insuffler une haine contre des boucs émissaires désignés. Les Arabes, les musulmans, les Noirs, les immigrés. Et puis ça, oui, rentre dans la tête du bas peuple opprimé. Haïtien, c'est eux qui ont fait pays nous pas avancer. C'est la personne qui dit ça. C'est pas simplement de l'inintelligence, c'est que la personne ne sait pas et qu'elle a été conditionnée pour penser ça. Par les médias, par les chants, par l'action de certains politiciens d'extrême droite, criminels, etc. Donc il y a culture de la haine. Et puis il y a que ce sont ces mêmes personnes-là qui développent les addictions, comme on a dit pour le crack à Harlem, qui facilitent les addictions à l'alcool, à la bière, etc., qu'il faut que ces gens-là qui ne sont pas instruits, qu'on a conditionnés, et à qui on a appris le culte de la violence, eh bien, pour régler leurs problèmes, ils vont le faire. Alors, la dernière partie que je vais aborder, c'est que on détaille les causes et les effets, mais c'est bien pour comprendre qu'il y a moyen de sortir de là. Il y a deux niveaux. Il y a l'urgence, là, fait à nous actuellement. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne continue pas à dégénérer? Et puis il y a le long terme, parce que ce n'est pas de l'eau nous qui chaille en panier. Tout le temps, continuer à faire ça. Nous avons apporté une solution immédiate, mais ben là, quand il virer, il ne s'agit pas de transporter de l'eau dans les paniers. Donc, il faut plus tard avoir des réponses à long terme. Là, les 4 points que je signale là concernent tant l'urgence que le long terme. Premièrement, il nous faut ressouder notre communauté sur la base de valeurs traditionnelles. Parce que dans tous les pays du monde, à tous les âges de l'histoire, la violence a existé. L'agressivité a existé. Mais ce qui fait qu'elle ne devenait pas une situation sociale d'une telle envergure, c'est qu'il y avait des structures communautaires au sein des peuples, même s'il y avait des contradictions avec les classes dominantes, mais dans tous les peuples, à la base, vous avez des sociétés communautaires fondées sur le partage, la compréhension des rites culturels unificateurs. Et donc, ça a été attaqué par la propagande impérialiste occidentale. Ben, nous pouvons le faire. Ça se fait déjà chez beaucoup. Développer les relations au sein du peuple. Il y a une ouvrière qui me disait hier qu'il y avait une fête dans un quartier au Diamant. Elle était éberluée de voir la convivialité, le partage de tous ces gens-là. Mais chez nous, partout, on va trouver ça, des résurgences. Mais on a confronté la propagande occidentale. Mais nous, les militants, les maires, les associations, il faut qu'on s'engage dans un travail là-dedans pour organiser des structures qui relancent les valeurs traditionnelles et ressoudent la communauté. Et on pourra le faire, je dis, dans le long terme, plus correctement. La deuxième chose, c'est le système éducatif que nous avons dénoncé. Mais nous avons les moyens de faire des contre-documents, du travail scolaire parallèle dans les quartiers. Il y a des organisations qui l'ont déjà fait souvent, mais maintenant, ça peut changer de style. Mais là, tout militant, tout martiniquais conséquent dit, bon, on ne va pas laisser je peux entendre de ça. Quelles dispositions nous prenons pour que nos enfants se fréquentent dans des lieux corrects et sur d'autres bases et que nous leur portions
notre part d'expérience en sachant les écouter. Parce que souvent, nous sommes aussi dépassés. Donc, mettre en place aujourd'hui des alternatives d'éducation. Ensuite, des alternatives de médias. Nous avons des gens experts en matière de vidéo, en matière de réseaux sociaux. Mais la plus grande partie, c'est pour des choses individuelles, des cancans politiciens, de faire de l'argent pour l'ouvrir, influenceurs, influenceuses. Mais parmi tous ces gens-là, il y en a, je pense à quelqu'un avec qui on était en contact récemment, je ne vais pas dire son nom, ces personnes conséquentes-là, mais il nous faut utiliser les réseaux sociaux, former des gens pour que nos sciences, nos assistantes sociales qui ne peuvent pas travailler, qui sont méprisées, en fait, tous ceux qui ont des connaissances technologiques, éducatives, etc., puissent utiliser les réseaux sociaux pour avoir une contre-propagande avec un label épanouissement, émancipation, libération. Si on structure ça, on peut affronter le système occidental de domination. Et puis l'économie, parce qu'on parle d'épanouissement. Si on n'a pas de travail, si on n'a pas embauché, il y a dépéri. Mais si nous continuons dans ce beau mouvement qui a déjà commencé, planter, lui mettre gazier pour la santé, avec l'appui des scientifiques comme nos seigneurs qui peuvent nous dire attention, fais ci, fais ça, voilà les doses. Bon, si nous fait jardin, et puis qu'on organise des circuits courts entre nous pour qu'on ait de plus en plus accès, ça se fait de plus en plus massivement, mais trop de façon éparpillée. Il faut construire des réseaux, des contre-pouvoirs économiques qui nous permettent d'offrir des perspectives d'épanouissement à ceux des jeunes qui ne sont pas totalement pris dans l'engrenage et qui peuvent servir de modèle aux autres. Et puis, ces 4 points que nous avons dit, je dis à 2 niveaux. Là, aujourd'hui, mais savoir que ce sont des préparatifs pour le long terme. Parce que le véritable problème, c'est de comprendre qu'aucune solution ne sera définitive tant que le système colonial et la caste suprémaciste béquée seront à la tête de d'autres pays, avec les politiques ultralibérales, les politiques de pillage, etc., etc. Tant que nous serons soumis à la barbarie capitaliste, à la domination coloniale, on aura à refaire. Il ne faut pas arrêter de faire, mais il faut que ce faire-là soit une base pour structurer et accompagner une lutte d'émancipation. Il faut que dans notre esprit, nous comprenions, si on est d'accord avec toute l'analyse que j'ai faite, il faut comprendre que tout le temps, c'est mettre nous, piger nous. Donc, il nous faut préparer la lutte pour l'émancipation, la souveraineté, pour faire colonialisme français, prendre la vol en pays, nous qui sommes capables, ce sera le thème de notre émission, nos capacités de porter des réponses globales et définitives à cette question-là. Alors, pour conclure, si on a compris ce message-là, il faut qu'on comprenne que chaque Green Deal appelle ça. L'action de chacun individuellement est importante. Mais que surtout l'action collective est indispensable. Parce que là où tout ça, le capigé, mais là où on se soutient réciproquement, on échange des expériences, on se structure pour être en mesure de combattre le phénomène de domination et de violence. Et tout en sachant que c'est un monde qui est en train de changer. Parce que ce que je dis ici, d'autres le disent dans d'autres pays, c'est le système global qu'il faut renverser, impérialisme occidental, capitalisme, etc., pour un autre type de société, pour un monde nouveau, et ça se fait au niveau international. Regardez la solidarité mondiale qui se fait avec le peuple palestinien. Pour revenir en arrière, regardez le premier coup qui avait été fait quand il y a eu des violences policières, Black Lives Matter. Regardez tout ce qui se fait dans les organisations et dans les pays dont on ne parle pas en matière de solidarité paysanne. Mais informons-nous, si on ne nous dit pas, informons-nous et prenons confiance que le monde est en train de changer. La violence disparaîtra quand nous aurons
renverser la domination impérialiste et colonialiste. Merci de votre attention. Alors, on se donne rendez-vous, bien entendu, la semaine prochaine pour une nouvelle édition.